Alors, pour bien aborder cet exercice, nous allons lire l'énoncé. On dit, un jeu consiste à utiliser un toboggan de mots, voire figure, que nous allons voir à la fin. Un mot est la partie circulaire du rayon R. Une cornière de réception à l'entrée de la cornière est placée à une distance h au-dessous de O. Un solide S1 assimilable à un point matériel glisse sans frottement le long de deux mots. Le solide S1 de masse M1 part de D sans vitesse initiale. On dit 1. De déterminer et calculer la vitesse VE du solide en E. Dans la deuxième question, exprimer la vitesse Vm atteinte en M par S1 en fonction de G, R, θ et H. Calculer sa valeur au passage de S1 à la verticale DC. Troisième question, déterminer l'intensité de la réaction Rm vecteur exercée par la puce circulaire sur S1 au point M en fonction de M1, Gr, θ et H. Ensuite, de calculer sa valeur au passage de S1 à la verticale DC. Ensuite, deuxième partie, le solide quitte la piste en eau avec la vitesse V0 égale à 10 mètres par seconde. On doit déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire du mouvement du centre d'inertie de S1 dans le repère OXY. Dans la deuxième question, on dit faire l'application numérique de cette équation de la trajectoire et calculer la distance horizontale petit d séparant O du point P. Ensuite, 3. Maintenant, S1 sort de la cornière avec la vitesse Vk égale à 0,5 m par seconde et vient sans frottement heurter un autre solide S2 de masse M2 accroché à un ressort à spin non jointif de raideur K égale à 30 N par mètre. Voir figure toujours. Au moment du choc, il y a accrochage des deux solides, lesquels forment alors un ensemble S de centre d'inertie G. 3.1, on dit de déterminer la vitesse VG du centre d'inertie de S après le choc, ça veut dire du système après le choc. Et en 2, on dit après le choc, S, le système reste lié au ressort et poursuit son mouvement. L'esprit du ressort restant non jointif. Déterminer l'équation différentielle du mouvement de S dans la position d'allongement quelconque X par rapport à la position initiale d'équilibre I. 3. Calculer la pulsation oméga et donner l'équation horaire numérique du mouvement de S en prenant comme origine initiale, ça veut dire à l'instant t 0 égale à 0 et que le choc s'est produit, le ressort se trouve à une position d'abscisse nulle. On donne donc H, grand H, petit h, alpha, M1, M2, petit r et la valeur de l'accélération de la pesanteur. Alors, voilà, voici le schéma qu'on a donné. Sur le schéma, notre toboggan, c'est des mots. On donne donc ici D, on a E, on a M, ici on a O, c'est pourquoi on dit des mots. Et sur le toboggan, le solide S1 va quitter en D, ensuite venir ici en E avec une vitesse VE. Ensuite, le solide atteint la glissière et arrive en M avec une vitesse VM. Ensuite, le solide passera par la verticale DC, c'est ici la verticale DC. Ensuite, il va perdre contact du toboggan au point O, donc il va sauter dans le centre de pesanteur jusqu'à venir être en contact ici au point P de notre cornière. Il entre dedans, il glisse jusqu'à sortir en K. En sortant en K, il va sortir avec une vitesse Vk qui est égale à 0,5 m par seconde. Avec cette vitesse Vk, il va venir heurter le solide S2 ici qui est lié et en heurtant le solide, cela va provoquer donc une déformation du ressort que nous allons étudier son mouvement. Alors, avant d'aborder donc cet exercice, une fois que les données sont là, il faut donc faire le choix du système d'études. Le système d'études sera donc le solide S1 de masse M1 et tu fais le choix du référentiel, ça sera le référentiel terrestre supposé galiléen. Ensuite, tu vas faire le choix du repère. Parce que tout référentiel doit être rattaché à un repère. On prendra le repère RO ici lorsque le mouvement sera dans le champ de pesanteur. Et nous allons prendre aussi la base de Fresnel, parce que la base de Fresnel sera associée au mouvement du solide sur la partie circulaire MO.
Ensuite, il faut faire le bilan des forces sur le toboggan. Le solide est soumis à l'action de son poids et à la réaction du toboggan. Et enfin, nous allons faire le schéma d'étude. Alors, sur le schéma, nous allons bien décrire le schéma pour que tu puisses reprendre également. Sur le toboggan, le solide quitte un D. Sur le toboggan, le solide quitte un D. Alors, ici, vous remarquez de D à E. Ici, le solide sera soumis à l'action de son poids et de la réaction. C'est ce que nous avons représenté ici. Le poids est toujours vertical dirigé vers le bas. Il faut que la réaction soit perpendiculaire à la vitesse VE. C'est extrêmement important. Ensuite, nous venons dans la portion circulaire. Ici, nous allons représenter que les forces sur le solide en M. Ici. Vous voyez, l'angle θ est formé à ce niveau. Alors, du point E jusqu'en M, c'est la hauteur balayée. Donc, nous avons noté ça par delta de H pour différencier des autres hauteurs. De là jusqu'ici, c'est le rayon. À partir de M, donc, vous mettez le solide ici. Vous associez la base de Fresnel. La normale sera confondue à l'axe du rayon et la tangente sera là. Et ici, nous allons représenter la vitesse Vm. De là, de l'origine ici, vous représentez le poids et de l'origine, vous représentez ici la réaction. Quand les deux sont représentés, vous vous posez maintenant une question. L'angle θ est formé entre le solide et ici, l'horizontale. L'angle θ est là. Alors, le poids qui est ici fera le même angle θ à ce niveau, de telle sorte que Pn soit le côté opposé. Mais si l'angle θ était par rapport à la verticale ici que j'ai mis avec l'angle β par exemple, dans ce cas, le poids Pn va faire le même angle β ici. Donc, il faut faire la différence. Si θ est là, alors on forme ici. Si θ est là, on forme à ce niveau. Et donc, le poids tangentiel, les deux triangles, le poids tangentiel sera donc le côté adjacent. Et Pn sera le côté opposé. Pour P, c'est fini. La réaction restera confondue et perpendiculaire à la vitesse Vm. Ensuite, le solide glisse. Il arrive ici en haut. Ils ont mis l'angle alpha, mais vous remarquez que la vitesse V0 est perpendiculaire à la droite CO. Si c'est perpendiculaire à CO, ça veut dire que l'angle alpha qui est là, c'est le même angle que la vitesse va faire. Et à partir de là, le solide va donc sauter dans le champ de pesanteur jusqu'à venir entrer en contact ici de la cornière en P. Donc, ce sera un mouvement parabolique. La distance horizontale qu'il va parcourir, c'est donc D. Et la hauteur qui sépare, regardez le point de lancement, sa projection horizontale, ici, jusqu'en P, c'est donc H. C'est extrêmement important. Donc, c'est le mouvement là que nous allons d'abord étudier. Et regardez bien comment on détermine la hauteur. Ici, c'est delta de H. Delta de H, l'angle au sommet, c'est θ. Donc, ici, c'est le côté qui regarde l'angle, c'est le côté opposé. Donc, vous appliquez sinus. Sinus de θ égale à delta de H sur R. Sinus de θ égale à delta de H sur R. Delta de H, donc, égale à, regardez, Cn. Ça, c'est Cn. Égale à Cn, égale à R sinus θ. Si par exemple, l'angle était formé comme vous avez dit, ici, Cn, c'est le côté adjacent pour bêta. Donc, on allait dire R cos bêta. J'ai juste mis ça pour pouvoir aider certaines personnes. Alors, la première question, c'est de déterminer et de calculer la vitesse de S1 en E. Alors, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre D et E. La variation entre D et E égale la somme des travaux entre D et E. Ensuite, il faut prendre la variation égale l'énergie cinétique en E moins l'énergie cinétique en D. Mais on voit que la vitesse en D est égale à 0 parce qu'il est parti en D sans vitesse initiale. C'est pourquoi donc ça se résume à 1 demi de mVE au carré. Donc l'énergie cinétique au point d'arrivée en E. Autrement dit, l'énergie cinétique à ce point avec VE. Ensuite, vous prenez la somme des travaux. La somme des travaux ici, c'est le travail du poids plus le travail de la réaction. Mais le travail du poids égale à mg fois la grande hauteur h. Le travail de la réaction sera 0 parce que la réaction est perpendiculaire à la vitesse ici. Donc, c'est pourquoi j'ai mis ici égal à 0. Et du coup, la somme des travaux se résume au travail du poids. Si vous voulez égaler les deux expressions, vous aurez donc 1 demi de m v1 carré, 1 demi de m1 ve carré égale à mgh. Vous simplifiez les masses, vous allez trouver la valeur qui est là. Faites l'application numérique, vous trouvez cette valeur. Ensuite, on dit d'exprimer la vitesse Vm en fonction de G, R, θ et H. Donc, à partir de E, le solide acquiert une vitesse, n'est-ce pas? À partir de E ici, le solide acquiert la vitesse VE et arrive en M avec la vitesse Vm. Donc, on peut appliquer le TEC entre E et M. C'est ce qu'on a fait. Donc, la variation égale à la somme des travaux entre E et M. Et la variation, c'est l'énergie en M moins l'énergie en E. On met 1 demi de M1 en évidence, on va trouver cette expression. Ensuite, la somme des travaux de E à M,
travail du poids plus travail de la réaction. Maintenant, le travail du poids de E à M égale à mg fois delta de H. Pourquoi? Parce que de E à M ici, nous avons la variation delta de H. C'est pourquoi on dit delta de H ici. Ensuite, delta de H, on connaît déjà que delta de H égale à R sinus θ. Donc, si nous prenons mg, donc on aura mg R sinus θ. Le travail de la réaction est là. R, c'est ici, et la vitesse Vm est là. Donc, les deux sont perpendiculaires. Donc, le travail de la réaction est égal à 0. Vous allez donc égaler les deux expressions. Vous simplifiez la masse. Ensuite, vous envoyez 2 de l'autre côté. Quand vous faites ça, vous allez trouver donc cette expression. Vous voyez? Maintenant, on peut tirer Vm, on envoie Ve de l'autre côté. On remplace Ve par son expression. Parce que Ve égale à 2GH. Et vous mettez 2G en évidence. Vous allez avoir cette expression. Ensuite, on nous demande la valeur de la vitesse de S1 au passage à la verticale DC. Donc, où est la verticale DC? Voici le point C, voici sa verticale. Donc, lorsque le solide S1 passe à la verticale ici avec la vitesse V1, remarquez très bien, quand il était là, ça faisait l'angle θ. Au fur et à mesure qu'il se rapproche, l'angle θ s'augmente. Arrivé à la verticale, l'angle θ prend la valeur comme ça, pi demi. Alors, c'est pourquoi j'ai dit à la verticale DC, θ égale à pi demi, et vous pouvez remplacer pi demi, sinus de pi demi dans la formule, sinus de pi demi égale à 1, ça va rester donc H plus R. Et vous faites l'application numérique, vous trouvez la vitesse. Ensuite, on demande d'exprimer la réaction Rm en M en fonction de M1 GR θ1. Nous savons bien que la réaction est une force, c'est une force. Et du coup, il faut faire quoi? Il faut appliquer la deuxième loi de Newton. D'après la deuxième loi de Newton, la somme des forces égale à M1 fois l'accélération. Et le repère approprié, les forces d'abord sont le poids à la réaction. Le repère qui est approprié pour notre étude, c'est la base de Fresnel. Pourquoi? Parce que dans la portion circulaire ici, là, nous avons la base de Fresnel. Bien, très bien. Alors, suivant la normale, regardez bien, suivant la normale, on a mis moins Pn parce que la normale est là, la réaction sur la normale et Pn est opposé. Donc, on a moins Pn plus la réaction normale égale à M1 fois A normale. Parce que nous sommes sur la normale. Et A normal égale à Vm au carré sur R. Pourquoi? Parce que nous sommes au point M. Et R est là. Sur la tangente, nous n'avons qu'une seule force, P tangentielle, qui est là. Voici P tangentielle ici. Voilà P tangentielle. Et la réaction sur la tangente correspond à l'origine. C'est pourquoi on a mis plus 0. Il n'y a pas de composante. Donc égal à M1 fois A tangentielle. On a besoin de la première relation parce que dans cette relation, nous pouvons trouver la réaction. Donc nous pouvons donc tirer la réaction égale à cette valeur qui se trouve ici. Maintenant, Pn, on revient ici. On remarque que ici c'est Pn et là c'est θ. On remarque donc exactement que Pn est le côté opposé. L'hypoténuse c'est P. Je peux appliquer sinus. Sinus de θ égale à Pn sur P. Pn sur P, P égale à mg. Donc Pn égale à mg sinus de θ. Si l'angle était là, on allait avoir mg cos de bêta. Mais on a affaire avec θ. On trouve cette expression. Cependant, Vm au carré égale à 2Gr sinus θ plus Ve au carré. Et on avait remplacé, on avait trouvé 2Gr sinus θ plus 2Gh. On va remplacer donc cette valeur. Ici, nous aurons donc M1 fois Vm au carré sur R égale à M1. On remplace Vm au carré ici. Les R vont se simplifier pour le premier. Et le R va rester là. On développe. En développant, on trouve... là, on a 2mg sinus θ, parce qu'on a simplifié les R plus 2mg h sur R. Les 2mg plus l'autre, ça devient 3mg m1g sinus θ plus 2mg h. Et ici, on peut mettre mg en évidence. Vous voyez? Maintenant, on nous demande de trouver la valeur de la réaction au passage de S1 à la verticale de C. C'est facile, à la verticale de C, θ égale à pi demi. Vous remplacez θ ici, pi demi égale à 1, ça va rester 3 plus 2h sur R. Qu'on va ramener en kilogrammes en divisant par 1000. Nous avons la valeur de G, ainsi de suite. Si on remplace, nous allons trouver 25,5 newtons. Le solide quitte la piste en eau avec la vitesse V0 égale à 10 mètres par seconde. Donc c'est là, le solide va quitter avec V0. Le solide va sauter pour venir à ce niveau. Nous allons étudier donc son mouvement à ce niveau. Vous remarquez que l'axe Y est orienté vers le bas et l'axe X est orienté de l'autre côté. Donc il faut noter ça, c'est extrêmement important, ça va nous aider. Et qu'est-ce qui se passe? Dans le champ de pesanteur, lorsque le solide S1 quitte donc la piste en eau, il n'est soumis qu'à la seule action de son poids, n'est-ce pas? Et le repère de soi sera maintenant le repère ROIG.
Donc on a vu la figure ici. Et nous allons faire quoi? Nous allons déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire. C'est la question qui a été posée. Il faut d'abord appliquer la deuxième loi de Newton. La somme des forces se résume au poids égal à M1 fois A, mais le poids lui-même c'est M1G. Vous allez trouver d'abord A égale à G. Ça nous montre que le mouvement de S1 est donc uniformément varié dans le champ de pesanteur. Vous écrivez l'équation sous la forme. Déterminer les coordonnées de chaque grandeur vectorielle revient donc à trouver à la fin les équations horaires. Donc dans le repère, il faut d'abord commencer par le vecteur accélération qui a pour coordonnée AX qui est égal à 0 et AY égale à G. Pourquoi AY égale à G? Parce que le mouvement est parabolique et on en dit déjà que A égale à G. G, elle est verticale, alors que l'axe Y est aussi vertical, dirigé vers le bas. Les deux étant dirigés vers le bas, alors on dit A égale à G. Donc de façon commode, quoi. Lorsque l'axe Y était orienté vers le haut, on allait avoir AY égale à moins G. Donc ici, vous prenez V0, V0x, lorsque nous projetons V0 sur l'axe des X, V0x devient le côté adjacent, V0y deviendra le côté opposé. V0x est donc égal à V0 cos alpha, et V0y est par là, alors que Y est ici. Donc V0y a un sens opposé au repère, c'est pourquoi on a mis moins. Il faut beaucoup faire attention. Et quand on prend OG0 à ce niveau, c'est le point de lancement, donc ici. X0 égale à 0, Y0 égale à 0. Si le point de lancement était au-dessous ou bien au-dessus du repère, si c'était au-dessus du, par exemple, si le repère était là et que le point de lancement se trouve ici, on allait avoir une hauteur initiale, mais tel n'est pas le cas à ce niveau. Donc, on peut en déduire les équations horaires. Il faut dire x, vous revenez là, vous dites x égale à 1 demi de ax fois t carré. Mais ax égale à 0, donc ça, la partie là est nulle. Maintenant, tu dis encore plus v0x fois t. V0x égale à cos alpha, donc ce sera cos alpha fois t, plus x0 égale à 0. Tu fais la même analogie avec y, tu dis y égale à 1 demi de zy fois t carré, ou bien ay fois t carré. Ay égale à g, donc tu auras gt carré, plus v0y fois t, v0y égale à moins v0, donc tu auras v0, plus y0 qui est aussi nul. C'est maintenant, connaissant ces deux-là, on peut en déduire l'équation de la trajectoire. L'équation cartésienne s'obtiendra lorsqu'on va éliminer le temps entre les deux équations précédentes. Donc, on prend t dans la première équation, après on remplace dans la deuxième équation, x est au carré, v0 au carré, cos est au carré, les v0 vont se simplifier, x se met à l'écart, sinus sur cosinus, ça devient la tangente. Ensuite, on dit de faire l'application numérique, il suffit de remplacer les différentes valeurs. Il faut faire attention donc au calcul, tu vas trouver cette valeur. Alors, on nous demande de trouver la distance horizontale D séparant le point O du point P. Ça veut dire la distance séparant le point O du point P. En fait, c'est la projection qui correspond à ça. Et voilà, il faut appliquer tout simplement les conditions d'atteinte du point P. Au point P, x égale à D, à compter de O, projeté horizontalement, y égale à H. Parce que, voilà, l'axe Y est orienté vers le bas. Donc, vous prenez l'équation de la trajectoire précédente, vous remplacez y par h, vous allez trouver x par d, vous allez trouver cette expression, vous envoyez ça de l'autre côté, vous allez trouver une équation du second degré, et remplacer h par 1,5, vous allez trouver cette expression, calculée par le discriminant delta. Et on trouve que delta est supérieur à 0, on s'attend à deux solutions, pardon. Et si vous calculez la racine de cette valeur, vous trouverez ça. Maintenant, on évalue la première distance expressément. On va voir qu'on a moins b, moins fois moins, ça devient plus, moins racine de delta. Déjà, la valeur qu'elle a est inférieure à 0, donc c'est à rejeter. Donc, la seule distance horizontale à chercher, dès qu'il se trouve ici, ça doit être vraiment considérable, égale donc à moins b plus sur 2a. Quand on calcule, on trouve ici 11 mètres. Alors, S1 sort de la cornière avec la vitesse Vk, et vient heurter un solide S1 qui est accroché à un ressort de raideur K égale à 30 Newton par mètre. On dit lors du choc et accrochage de deux, on me demande de chercher la vitesse du centre d'inertie du système S après le choc. Alors ici, il faut d'abord comprendre voilà, la notion de vecteur quantité de mouvement. Le vecteur quantité de mouvement, nous le savons, c'est le produit de la masse fois la vitesse. Et il faut appliquer la loi de la conservation du vecteur quantité de mouvement. On va faire le schéma du phénomène. Ça, c'est avant le choc et ça, c'est après le choc. Qu'est-ce qui se passe? Avant le choc, le solide S1 sort de la cornière avec la vitesse Vk. Le solide S1, bien sûr, de masse M1. Et le solide S2 est au repos à ce niveau avec sa masse M2. Donc,
il n'a pas de vitesse. Et après le choc, qu'est-ce qui va se passer? S1 vient cogner S2, le système reste accroché, voire même comprimer le ressort, et le système reste donc animé de la vitesse VG. Alors, avant, après, nous allons donc appliquer la loi de la conservation de la quantité de mouvement. Il faut donc tout simplement dire la quantité de mouvement avant égale à la quantité de mouvement après. Ici, les deux sont isolés. Alors, la quantité de mouvement du premier solide, c'est P1, le deuxième, c'est P2, et égal, l'ensemble, c'est P du centre d'inertie G. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas donc dire la quantité de mouvement du solide S1 en norme dans le sens de la projection du repère égale à M1 fois VK, c'est ça, plus 0. Pourquoi 0? Parce que la masse M2 existe, cependant sa vitesse est nulle. Donc 0 fois M2, ça devient 0, égale ici à la somme des deux masses, parce que c'est le système maintenant, M1 plus M2, le tout fois la vitesse. Donc ça devient le vecteur quantité de mouvement du système. Si vous trouvez VG, vous allez donc avoir VG égale, ça monte, ça reste en bas, on aura M1, voilà, fois VK. On procède à... Ici, on n'a pas besoin de convertir, on fait l'application numérique, on va trouver 0,2. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dès lors que les deux s'accrochent, alors on obtient un système oscillant sur un pendule élastique. Alors, si tel est, on me demande d'établir l'équation différentielle du mouvement du système S. Il faut raisonner. Le système, donc, c'est S de masse M1 plus M2. Le choix du référentiel, c'est toujours terrestre, surtout du laboratoire. Supposé galiléen, muni maintenant du repère ROI. Le bilan des forces, ce sera le poids P égal à la somme des masses fois G du système. On aura la réaction du plan, ensuite la tension ou bien la force de rappel du ressort. Alors, lorsque le solide S1 vient s'accrocher au solide S2 à ce niveau, pour former le système S, le choc provoque une compression du ressort. Et lorsque le ressort est comprimé, la force de rappel s'oriente dans le sens opposé au sens de la compression. Et il faut toujours remarquer que la force de rappel rappelle le ressort à revenir à sa position de base I ou bien à sa position initiale I lorsque la déformation est terminée. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on comprime un ressort, T vecteur s'oppose au sens. Lorsqu'on allonge un ressort, T vient de l'autre côté. Il faut faire beaucoup attention. Nous avons le poids et la réaction. Et comme on me demande l'équation différentielle, je peux appliquer la deuxième loi de Newton. Donc, j'aurai le poids, la réaction, la tension égale à M1 plus M2 fois A vecteur A du centre d'inertie du système. Mais je remarque que P et R se compensent à chaque instant. C'est pourquoi la somme vectorielle égale à 0. Ça va me rester que la tension T vecteur égale à M1 plus M2 fois A vecteur. Lorsque je prends l'expression de T vecteur, ça sera moins K fois X. Pourquoi? Parce que le repère est orienté de l'autre côté, le vecteur unité est là, alors que la tension est opposée, donc j'aurai moins K fois X fois I vecteur. Et l'accélération du système, c'est la dérivée de la vitesse, et la vitesse est la dérivée de l'abscisse. Ça veut dire que l'accélération est la dérivée seconde de l'abscisse. Et la dérivée seconde de l'abscisse, c'est ce qui est noté par x pondéré une fois I vecteur. Lorsque les i vont se simplifier, nous allons nous rendre compte qu'on a moins kx égale à m fois x pondéré deux fois. On envoie kx de l'autre côté. Donc ça sera m1 plus m2 fois x pondéré deux fois plus kx égale à 0. Je peux mettre ici quoi? Je peux mettre m en évidence. Quand je mets m en évidence, j'aurai x pondéré qui va rester plus k sur m1 plus m2 fois x égale à 0. On me demande de trouver la pulsation. Vous savez bien, la pulsation. Pour trouver la pulsation, tu peux établir la formule de la pulsation qui est racine de k sur m1 plus m2. Mais parfois, il faut démontrer, c'est important. Il faut d'abord dire que l'équation différentielle qu'on vient d'obtenir, c'est une équation différentielle de second ordre, sans deuxième membre. Donc, deuxième ordre sans second membre. Et la solution est sous la forme là. Mais ce n'est pas l'équation, la solution générale. Hein? La solution générale, c'est A cos de oméga t plus B cos de sinus de oméga t. Mais ça, c'est une solution particulière. On peut avoir aussi sinus. Après, vous dérivez une fois, ça devient x pondéré. Tu prends dérivée de cos égale à moins sinus, xm reste ici. La partie qui est là, tu dérives. Dérivée de phi égale à 0. Dérivée de oméga t égale à oméga sort. Et dérivée de cos, on avait dit moins sinus, donc ça reste ça. Après, tu dérives encore une seconde fois. Dérivée de sinus égale à cos. Donc, le moins va persister.
Donc, moins, dérivé de ça encore, oméga fois oméga, ça devient oméga carré, sinus, ça donne cos, on aura ça. Maintenant, vous remarquez que lorsqu'on met oméga carré en évidence, moins oméga carré ici, ça va rester xm cos de oméga t plus phi. Mais xm cos de oméga t plus phi égale à x. Donc, on aura x pondéré 2 fois égal à moins oméga carré fois x. Si on envoie oméga carré par là, on aura cette expression. Mais on sait bien que l'équation différentielle s'écrit sous la forme là. Donc, en prenant l'équation là, et en prenant l'équation, en faisant une comparaison, ça égale à ça, ça égale à ça, donc ça égale à ça. On a tout. Et ça, si on tire le carré, on ouvre le radical, on fait l'application numérique, on trouve cette valeur. On me demande l'équation horaire du mouvement. Elle traduit la solution de l'équation différentielle homogène sous la forme. On va prendre cette forme-là. On pourra ramener en sinus dans... Voilà, on prend la forme là. Maintenant, pour avoir la valeur de xm et de phi, pour pouvoir les remplacer ici, il faut connaître les conditions de lancement, les conditions initiales. Il faut comprendre que xm et phi sont indépendantes ici des caractéristiques de l'oscillateur. Donc, les deux ne dépendent que des conditions initiales. Et conditions initiales, c'est la vitesse initiale et l'abscisse initiale, ou bien l'élongation initiale. Maintenant, pour avoir la vitesse initiale, il faut d'abord chercher la vitesse. On a déjà dérivé précédemment. L'élongation est là. Vous les définissez à t égale à 0. Vous aurez cette valeur, V0 égale à moins sinus, parce que à t égale à 0 ici, c'est 0. Et là, c'est 0. Ça va rester donc sinus et cos. Vous tirez sinus, vous tirez cos. Arrivé à ce niveau, si vous voulez, vous commencez par la phase phi ou l'amplitude. Nous, on va commencer par l'amplitude. Pour trouver l'amplitude, les conditions sont données. Pour trouver l'amplitude, qu'est-ce qu'il faut? Il faut élever sinus et cos au carré. Sinus au carré, cos carré. On élève les expressions au carré, donc le moins de sinus, ça va partir. Après, vous faites la somme membre à membre, ça plus ça. Nous allons trouver sinus carré plus cos carré. Sinus carré plus cos carré, c'est la relation fondamentale égale à 1. xm est là, vous mettez en évidence. On met en évidence, ça va rester x0 au carré, v0 si oméga au carré, ça sera à ce niveau. xm qui est là, j'envoie de l'autre côté. Quand j'envoie de l'autre côté, ça va multiplier 1. J'aurai xm égale, ces deux valeurs vont rester, je vais trouver ça. Vous voyez? Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais bien que x0 est nul, parce qu'on me l'a prédit ici. Donc ici c'est 0, xm va rester ça. Donc si vous tirez xm égale à plus ou moins racine de ça, ça va rester plus ou moins. Mais nous voulons avoir une valeur positive. On prend une valeur absolue, on calcule d'abord, on trouve 0,026 mètres. C'est comme ça on calcule l'amplitude. Ça, c'est la formule générale. La formule générale, c'est xm égale à racine carrée de ça plus ça. Voilà, c'est la formule de base. Pour trouver la phase à l'origine, vous reprenez les mêmes formules. Et on connaît maintenant xm, n'est-ce pas? xm, c'est 0,026 fois oméga, c'est 7,75. Et v0, c'est 0,2. Le calcul donne moins 1. Ici, x0 égale à 0 divisé par ça égale à 0. Maintenant, tu te poses la question. Tu dis quel est l'angle dont le sinus égale à moins 1 et le cosinus est nul. Ce n'est que moins pi demi. Donc, vous remplacez xm et oméga dans l'expression de x égale à xm cos d'oméga t plus phi. Donc, on va trouver cette expression. Mais si on développe, la partie la cos de a moins b, ok? On peut dire cos de a fois cos de pi demi, c'est 0. Sinus de a plus sinus de a fois sinus de pi demi. Sinus de pi demi égale à 1. Donc, on va trouver cette expression. Tu as vu? On pouvait commencer par phi. Dans ce cas, vous prenez l'expression de sinus et de cos, vous faites le rapport. Le rapport, ça va donner moins, les xm vont se simplifier. Oméga 0 descend, vous allez trouver. Alors, si on remplace x0 par 0, donc on aura 0 fois ça égale à 0, réel sur 0 égale à infini. On aime dire, Iri de Oro est le roi de Rio. Iri, infini sur réel égale à infini. Oro, 0 sur réel égale à 0. Roi, réel sur 0 égale à infini. Rio, réel sur infini égale à 0. Mais nous avons ici un roi réel sur 0 égale à infini. Mais à cause du moins, on aura moins infini, ce qui veut dire que phi égale à moins pi demi.